Bonjour à toutes, bonjour à tous, vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui sur Courtage TV by April. Nous allons parler santé, prévoyance, emprunteur et épargne. Le titre de ce plateau est « Quelle actualité en santé, prévoyance, emprunteur et épargne des marchés ?» Vous le savez, qui connaissent une forte actualité, comme nous allons le voir. Nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Emmanuel Maillet. Bonjour Emmanuel. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes directeur général délégué du groupe April, en charge des activités, ça tombe bien, santé, prévoyance, emprunteur et épargne. Merci de votre présence parmi nous. Une nouveauté pour ce plateau Courtage TV by April, l'interactivité. Emmanuel Maillet se prêtera au jeu des questions, puisque nous avons sondé un certain nombre de courtiers de proximité, peu avant cette émission, pour savoir quels étaient les sujets sur lesquels ils souhaitaient voir intervenir Emmanuel. Plus de 200 courtiers ont répondu. Alors Emmanuel, on va ouvrir ce plateau sur une actualité qu'on a vu un peu fleurir partout dans les médias, quelques semaines seulement après l'annonce par April du rapprochement avec DLPK, j'ai bien prononcé. Exactement, c'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette alliance et surtout qu'est-ce que ça traduit en termes d'ambition sur le marché de l'épargne ? Alors ça traduit une opération vraiment structurante pour nous, parce que DLPK, le nom de code, c'est un peu plus simple, c'était Lego. D'accord. Pourquoi Lego ? Parce que c'est un groupe qui a plein de briques, qui s'imbriquent évidemment entre elles, mais qui s'imbriquent aussi avec plein d'acteurs du marché. Une brique de conception de solutions d'investissement avec Taylor en asset management, avec Linavest en immobilier, Nexo en produits structurés. Une brique de gestion aussi qui est vraiment très présente chez DLPK. Prévoyance et épargne salariale. Prévoyance, épargne salariale et épargne. Voilà, autour de différentes marques. Et enfin, la marque la plus connue, la troisième activité, celle de la distribution de produits d'investissement, de solutions patrimoniales avec Norcia, bien évidemment, qui regroupe environ les 2/3 des CGP. Donc c'est une opération vraiment structurante pour nous, structurante aussi parce que la taille est significative. On parle de plus de 12 milliards d'encours. Quand on additionne Magna Carta que nous avons acquis il y a 2 ans à peu près, un peu moins, on dépasse les 15 milliards. Donc nous sommes un acteur qui commence à compter. Et DLPK, les 4 initiales, c'est aussi une super équipe de management avec un fondateur qui a créé cette société il y a une trentaine d'années, avec qui nous partageons vraiment des visions similaires d'où on veut emmener notre groupe. Donc c'est un vrai partenariat, une vraie alliance que nous allons mettre au service évidemment de toutes les activités existantes de DLPK en digitalisant, en continuant la croissance. Et je l'espère, c'est aussi un de nos objectifs, au service des courtiers qui nous regardent aujourd'hui. Évidemment, qui ont envie de faire de l'épargne, qui ont envie de faire de l'épargne salariale, mais qui n'ont pas forcément toujours aujourd'hui les offres simples, digitalisées. Donc nous allons y travailler en nous appuyant sur les savoir-faire de DLPK pour leur simplifier au maximum la formation, le devoir de conseil, pour qu'ils s'emparent aussi de ce marché de l'épargne. Alors on a d'autres actualités, je parle du rapport du CCSF en particulier, il y a quelques semaines, c'est ça, je me souviens. Oui, bien sûr, tout début janvier. Voilà, tout début janvier. Quelle lecture, Emmanuel, faites-vous, vous, particulièrement, de ce rapport ? Je crois que tous les acteurs n'ont pas forcément la même grille de lecture. Quel bilan de la RIA on peut faire sur l'assurance emprunteur aujourd'hui ? Alors c'est un bilan contrasté, mais je vais commencer par les choses positives. La RIA, c'est quelque chose qui fonctionne. Nous avons vu les RIA, donc les résiliations infra-annuelles, la reprise, comme nous l'appelons, être multipliée par 2 dans les 18 derniers mois. Donc c'est vraiment quelque chose, ça fonctionne. Le deuxième élément, ce sont les économies. En moyenne, nous faisons réaliser 40 à 50% d'économies par rapport à leur contrat précédent. Donc, c'est une véritable loi de pouvoir d'achat. C'était son objectif. Et le résultat, c'est oui, nous faisons gagner de l'argent à ceux qui utilisent la RIA. D'ailleurs, dans ce rapport du CCSF, le CCSF indique qu'il y a 68% des emprunteurs qui ont intérêt à faire jouer la RIA. Donc, voilà, CQF2, ça c'est ce qui fonctionne très bien. En revanche, il y a un petit mais. Bien sûr qu'il y a un mais. Bien sûr qu'il y a un mais. Il y en a même plusieurs. Mais. Le premier mais, c'est que ce sont surtout les plus aisés qui ont bénéficié de cette loi. Et quand on parle pouvoir d'achat ?
Bien évidemment, aujourd'hui, ceux qui se sont emparés de cette loi, ce sont ceux qui sont bien informés et aussi ceux qui ont du pouvoir de négociation avec la banque. En laissant de côté d'autres CSP qui ont moins de pouvoir de négociation. Donc ça, c'est vraiment le premier axe de frustration et nous devons continuer. Nous avons des offres aujourd'hui destinées, mais on sent qu'il y a beaucoup de réticence et que cette population ne s'est pas emparée de la loi Lemoine. Le deuxième mais, et il est de taille, c'est que c'est loin d'être fluide encore, pour le dire. Nous rencontrons de l'obstruction sur les résiliations. Rencontre de l'obstruction bien sûr, pas avec toutes les banques, mais avec certaines. Il y a beaucoup d'échanges. Il y a évidemment des contre-propositions, et ça, c'est le jeu de la concurrence. C'est pas nous qui allons nous opposer à ça, mais il y a un délai dans la loi qui est de 11 jours, et ce délai, il est respecté dans moins de 20% des cas. Donc la chose simple, c'est de faire respecter la loi. Nous imaginons mal, nous, mettre 90 jours pour une résiliation infra-annuelle en santé ou en auto. Donc pourquoi l'autorise-t-on, pourquoi le laisse-t-on faire en emprunteur? Donc vraiment, il faut que cette loi soit appliquée, car c'est une bonne loi qui redonne du pouvoir d'achat aux Français. Donc si je vous suis, Emmanuel, un marché de reprise, avec les chiffres que vous avez évoqués, c'est ça, Exactement, x2, oui, bien sûr. Par contre, un marché entre guillemets de l'octroi. Un peu défaillant, comment on peut dire, un peu déprimé, non? Déprimé, très clairement déprimé. Et ce sont deux marchés qui fonctionnent maintenant, qui sont complètement distincts et qui se sont complètement inversés. Il y a 18 mois, chez nous, l'octroi représentait 2/3 des affaires nouvelles. Aujourd'hui, ça ne représente qu'un tiers. Il y a évidemment l'effet croissance de la reprise, mais malheureusement, il y a l'effet décroissance de l'octroi. Vous avez vu les chiffres de 2023, moins 42% de nouveaux crédits. Donc évidemment, l'octroi en assurance emprunteur a suivi ce phénomène. Il a peut-être même été un peu accentué par une baisse du taux de délégation chez certains acteurs. Je pense notamment aux courtiers en crédit qui, eux, rencontrent évidemment des difficultés. Donc ont diminué le taux de délégation. Donc ce marché, il est évidemment, cette baisse est évidemment directement liée à la hausse des taux. Et aujourd'hui, c'est un sujet de pouvoir d'achat immobilier. Je suis relativement optimiste. Le pouvoir d'achat immobilier, il va certainement réaugmenter avec un peu d'ajustement de prix, peut-être un peu de baisse des taux. Nous en sommes certainement... La hausse des taux, elle est derrière nous, à votre avis ? La hausse des taux, elle est certainement derrière nous. D'accord. Est-ce qu'il y aura une baisse massive des taux ? Certainement pas. Mais quand vous additionnez une légère baisse des prix, une légère baisse des taux et quelques hausses de salaire aussi pour nos concitoyens au global, ça devrait rééquilibrer. Alors je ne vous dis pas pour le mois prochain, mais au moins le marché de l'ancien sur le deuxième semestre 2024. Alors, je rappelle que tout à l'heure, on verra avec Emmanuel des questions que vous avez posées lors de notre sollicitation auprès de plusieurs centaines de courtiers de proximité. Là, on a parlé d'emprunteur, on va parler, et puis de l'épargne aussi, avec la société. Quel bilan on peut faire en 2023 sur la partie plutôt santé et prévoyance, Emmanuel, aujourd'hui ? Alors, difficile de parler d'un bilan sans parler des hausses tarifaires en santé individuelle et en santé globale. Donc, nous avons aussi dû revaloriser considérablement nos tarifs, même si nous situons plutôt dans une fourchette basse du marché. Des augmentations. Mais voilà, à peine à 2 chiffres, mais quand même, c'est très important pour nos assurés. Donc ça, c'est vraiment un des marqueurs de cette année, avec une hausse de la sinistralité extrêmement forte sur le premier semestre et qui s'est normalisée sur le deuxième. Mais aujourd'hui, les comptes techniques des assureurs sont dégradés et donc il y a un rééquilibrage qui s'opère dans un contexte de pouvoir d'achat compliqué. Nous cherchons des mesures et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons mis une autre mesure, celle du réseau de soins. Nous avons Calixia qui travaille avec nous depuis le 1er décembre. Donc, Calixia, c'est 16 millions de bénéficiaires. C'est le plus important réseau de soins du marché.
Nos adhérents restent libres, évidemment, d'aller voir de leur choix de n'importe quel professionnel de santé, mais dès lors qu'ils passent par le réseau, ils ont 10 à 30% d'économie et ils bénéficient du tiers payant. Donc c'est une vraie mesure concrète depuis le 1er décembre 2023. Donc ça c'est du concret. Exactement, là pour tous nos assurés en santé individuelle et santé professionnelle. D'accord. Donc ça, c'est au rayon de la santé individuelle, et nous avons aussi beaucoup travaillé sur les produits. Nous avons renouvelé une dizaine de produits et surtout accentué beaucoup sur l'expérience client à travers notre app, qui est une des meilleures du marché, hein, à 4,7 sur 5, elle est très utilisée. À travers nos self-care, on a les 3/4 de nos assurés qui pourtant sont en grande partie des seniors qui utilisent le self-care, donc c'est très au-dessus des moyennes du marché. Donc ça, c'est vraiment au niveau de l'expérience client. Au niveau de l'expérience client, nous venons de mettre en place un simulateur de remboursement parce que le marché de la santé reste assez complexe et pour savoir entre le régime obligatoire, la complémentaire santé. Pour comprendre un peu les garanties. Exactement, avant de s'engager. Ouais. Donc là, c'est réellement un service que nous offrons. Et puis, nous avons continué à digitaliser nos parcours, notamment à la refonte totale de nos parcours autour du professionnel, que ce soit prévoyance, santé, pour du multi-équipement. Donc, une dynamique forte en business aussi, hein, sur différentes lignes, en particulier en TPE. Donc, grosse dynamique importante sur la partie santé prévoyance. D'accord. Et il y a aussi la téléconsultation. Exactement. Sur le TPE pour le coup. Sur les professionnels. C'est exactement ça. Hein, donc ça c'est opérationnel aussi depuis. Oui, exactement. Depuis 2023. Oui, exactement. C'est ça. Donc avec des applications et sur le pro une dynamique d'amélioration du parcours en fait digital. C'est exactement. Ça et de multi-équipement. Aujourd'hui, nous sommes en capacité de multi-équiper vraiment de manière très fluide la santé et la prévoyance, et aussi la prévoyance avec la prévoyance professionnelle, avec frais généraux permanents, par exemple, là où nous étions encore sur des parcours différents il y a encore quelques mois. Nous avons une gamme extrêmement complète sur le pro, donc il suffisait de la mettre sur un seul et même parcours. Et c'est fait. C'est fait. C'est fait, c'est disponible. Comme je le disais tout à l'heure, on a questionné les courtiers la semaine dernière. Les courtiers spécialisés en assurance de personnes, hein, puisque c'est vraiment le sujet de notre échange, Emmanuel. Donc avec l'objectif d'avoir une vision de leur projection en fait de leur année 2024. Donc plusieurs centaines de courtiers ont répondu massivement. On les remercie de leur contribution. Il y aura d'ailleurs les résultats de l'intégralité de cette enquête sur l'assurance en mouvement et vous verrez que des tendances se dégagent, mais on va revenir avec vous Emmanuel sur quelques chiffres, en particulier sur des sujets que vous avez évoqués tout à l'heure, l'assurance emprunteur. 73% d'entre eux la proposent et 94% ont exploité le dispositif de la loi Lemoine. Vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, le marché s'est approprié, enfin les courtiers se sont appropriés ce dispositif. C'est intéressant le 94%, parce que ça montre vraiment la capacité du réseau de courtage à saisir les opportunités, à être agile. Nous l'avons vu quand il y a eu l'ANI il y a quelques années. Tout de suite, le marché, il a évolué vers la santé senior. Là, il y a une nouvelle mesure qui bénéficie à leurs clients. Tout de suite, les courtiers s'en emparent. Donc, c'est réellement très encourageant et pas du tout une surprise pour nous qui évoluons dans ce marché depuis longtemps. Et qui les accompagnons. Exactement. Vous les accompagnez pour saisir ces opportunités. Pour saisir ces opportunités. Alors, un premier sujet, on va voir 2 chiffres ensemble. Emmanuel, le premier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est un résultat sur... La loi relative à la loi Lemoine, hein, dont on a parlé tout à l'heure, 68,5% des courtiers déclarent que leurs clients ne sont pas bien informés de cette loi. Ça vous étonne ? Malheureusement, ça ne m'étonne pas. Ça fait bientôt 15 ans que nous œuvrons avec différentes lois, avec différentes communications, hein, depuis la loi Lagarde en 2010. Pour informer les clients, mais il y a encore beaucoup de clients qui ne savent pas que l'on peut déléguer son assurance, qu'il n'est pas obligatoire de prendre son assurance auprès de la banque, que les deux ne sont pas liés. Parce que oui, il y a des liaisons depuis bientôt 15 ans. Donc il y a encore beaucoup d'efforts. Donc vous y participez. Tout le monde doit y participer à cette information. Et cette information, elle est
aussi la plus faible chez les personnes souvent les plus fragiles, les moins aisées, en tout cas. Donc encore, vous avez fait de la communication en 2023 grand public sur ce sujet. Nous avons fait plusieurs. Très bien. Exactement. Il faut accentuer cette communication. Il faut continuer sur des médias grand public, bien évidemment, être pédagogique pour savoir que ça existe et pas. C'est presque un tuyau que l'on se donne entre informés, entre certaines catégories, l'assurance emprunteur, ce qui ne devrait pas du tout être le cas. Oui, parce que 68% des courtiers qui déclarent que leurs clients sont pas informés, c'est quand même un chiffre, une tendance lourde. Hein. C'est à mettre au regard des 88% de parts de marché que les banquiers conservent. Le deuxième chiffre, Emmanuel. 77%, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, en arrière-fond de votre intervention. 77% des courtiers, des centaines de courtiers que nous avons interviewés, je vous le rappelle, déclarent que leurs clients ont des freins à traiter lors de l'assurance emprunteur toujours. Alors je les cite, hein, texto. La pression et l'intimidation du banquier, le lien très fort à la banque, la peur de se mettre la banque à dos, les difficultés de compréhension des garanties et de l'écart de tarifs, les contre-offres que vous avez évoquées d'ailleurs tout à l'heure. Ça vous évoque quoi C'est 77% de vos courtiers, des courtiers en général, qui disent que leurs clients ont des freins à traiter l'assurance emprunteur avec eux. Alors, il y a différents freins. Il y a les freins que nous devons continuer de lever. On en parlait pour fluidifier les parcours, pour être pédagogique, pour leur donner confiance. Et puis, il y a ceux qui ne respectent pas la loi. Et donc, ceux-là, il faut évidemment que les pouvoirs publics s'en emparent. Je crois que la DGCCRF mène actuellement des enquêtes, des sondages dans les banques. Et évidemment, il y a quelque chose contre laquelle on pourra difficilement lutter, c'est nous n'avons pas l'arme du crédit. Mais nous pouvons leur permettre de faire des économies comme la loi le permet depuis quelques années. 77%, hein. Ah oui, mais c'est 3/4 des courtiers, hein. C'est exactement ce que nous. C'est ce que vous ressentez sur le terrain. C'est bien sûr, c'est ce que nous ressentons, parce que nous parlons des demandes d'adhésion qui arrivent, et il y a toutes celles qui quand il y a une rencontre avec le courtier, ça ne va même pas jusqu'à la demande d'adhésion. Et pour 2024, il va falloir agir. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors nous continuons le travail avec les pouvoirs publics, à la fois avec les députés, au sein de l'APCAD aussi, où nous sommes... Oui, l'association sur l'initiative d'April, mais pas que. Hein. Pas que, non, bien sûr, avec une grande partie des acteurs alternatifs pour faire bouger les lignes et tout simplement pour appliquer la loi. Donc c'est une vraie loi de pouvoir d'achat. Il ne faut vraiment pas douter de ça. Il faut simplement qu'elle soit... plus largement, qu'il y ait plus d'appropriation et que la loi soit appliquée. On va aborder maintenant les questions, si vous êtes d'accord, Emmanuel Mayed, et les thèmes plutôt qu'on a regroupés, des courtiers qui nous ont sollicités. Donc je vais vous proposer d'en choisir 2 ou 3 en fonction de votre inspiration et de les commenter. Donc on va afficher les mots-clés proposés par les internautes courtiers d'assurance de proximité. Donc on a cotisation, on a grande sécu, tiens, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. RIS, ça doit vous inspirer aussi, sanctions banque, épargne, InsurTech. Voilà en fait les regroupements de verbatim les plus denses en ce qui concerne les questions des courtiers aujourd'hui. Qu'est-ce que vous choisissez comme mot-clé premièrement, Emmanuel? Parler de quelques sujets, mais peut-être la grande sécu. Alors la grande sécu. Vous dites qu'on n'en a pas beaucoup, on n'a pas parlé depuis longtemps, mais quand même on en entend parler avec ces hausses de tarifs. C'est toujours quelque chose qui est latent, qui est un peu latent. Donc la grande sécu, nous sommes évidemment pas favorables à la grande sécu. Nous sommes convaincus que ce n'est pas quelque chose de positif pour nos concitoyens. Il faut d'abord se rappeler pourquoi les complémentaires existent. C'est bien parce qu'il y a un désengagement de la part de l'État depuis de nombreuses années. Alors, il ne se traduit pas forcément dans les chiffres parce qu'il y a de plus en plus d'affections longue durée, mais dans les soins un peu plus courants, le désengagement, il est très clair. Encore sur les franchises. Exactement, sur les franchises. Et c'est aussi nous sommes aussi des partenaires importants de l'État. Nous contribuons à l'innovation, je pense à la téléconsultation, au deuxième avis médical,
Nous essayons aussi de guider nos assurés dans les parcours de soins. Et c'est pas toujours facile. Et, voilà, les complémentaires santé, elles ont aussi des actions sociales. Donc ce sont de véritables partenaires. Après, tout n'est pas parfait. C'est certain que la coordination entre le privé, en fait, le régime obligatoire et les complémentaires santé, ça ne se parle pas beaucoup. Je pense en termes de... Non, mais bien sûr, en termes Sauf pour les augmentations, peut-être. Et encore, tout le monde se renvoie la balle pour les augmentations. Mais évidemment, ça ne se parle pas beaucoup sur la fraude, sur un certain nombre d'autres sujets. Donc ça doit être amélioré. Mais la grande sécu, elle ne résoudrait rien. Elle créerait certainement un système à 2 vitesses, comme nous pouvons le voir dans beaucoup de pays, notamment au UK. Ce serait extrêmement compliqué pour les médecins libéraux. Il y aurait plus de choix des professionnels de santé. Donc vraiment beaucoup d'inconvénients. Et ne pensons pas que ça pourrait résoudre le déficit de la sécurité sociale. Enfin, ce serait vraiment une aberration de croire ça. Les chiffres qui sont avancés sur les taux de gestion sont évidemment très partiels. Il n'y a pas les mises en recouvrement de l'URSSAF. Il manque beaucoup de choses. Donc, ce n'est vraiment pas une solution. C'est pas souhaitable, non, mais c'est pas du tout 3, souhaitable. 5 ou 10 ans, parce que c'était une des questions d'un de nos internautes courtiers. Non, c'est vraiment pas souhaitable pour nos concitoyens. Ce qui est souhaitable, c'est que nous travaillions mieux ensemble, public-privé. Complémentaire. Je vous rappelle les mots-clés, Emmanuel. Cotisation, grande sécu, risque, sanctions banque, épargne, InsurTech. Dernier thème. InsurTech. Allez. Alors, une question précise peut-être d'un courtier qui nous a posé sa question sur ce thème. Les AssurTech sont plus présentes. Comment faire face à cette nouvelle concurrence très orientée expérience client? Vous répondez quoi, Emmanuel? Alors c'est vrai que depuis plusieurs années, l'émergence des InsurTech très axées parcours, expérience, mais notamment parcours de vente et expérience client, ça a challengé les acteurs alternatifs, enfin les acteurs classiques. Ça a mis un petit coup de fouet, ça nous a obligés à nous remettre en question. Face à ça, et c'est, je pense, l'essence même d'April, pour moi, c'est notre raison d'être, c'est de mettre à disposition des parcours digitaux qui soient fluides, évidemment pour la vente, à destination de nos courtiers. C'est ce que nous avons fait, nous en parlions sur la partie professionnelle, nous l'avions fait sur la santé, sur le 2 roues, sur l'emprunteur, réellement pour avoir des parcours de vente fluides. Mais ça ne suffit pas. Ils ont aussi travaillé sur quand on est client, parce que c'est bien quand on est prospect, mais il faut aussi bien travailler quand on est client. Et donc là, les apps, les self-care, le quotidien facilité avec à la fois un interlocuteur quand ils en ont besoin, mais la capacité de faire tout ce dont ils ont besoin quand ils veulent, depuis chez eux, c'est vraiment ce que nous faisons. Nous travaillons aussi pour donner plus d'informations aux courtiers sur le suivi de leur devis, de leur contrat, sur les actes de gestion. Ça fait aussi partie de l'expérience client. Donc la réponse, c'est à nous de la donner pour que nos courtiers ils puissent combattre à armes égales avec ces InsurTech. En fait, ces briques technologiques, vous les apportez aux courtiers. Exactement. Comme une InsurTech la met à disposition de ses clients, vous la mettez à disposition des courtiers avec qui vous travaillez. Exactement, c'est exactement ce que nous faisons. Bon, écoutez, merci Emmanuel. Merci Jean-Luc. Merci d'avoir joué le jeu. Je vous rappelle que vous êtes directeur général délégué du groupe April et en charge de tous les sujets qu'on vient de voir aujourd'hui. Santé, prévoyance, emprunteur, épargne. Merci de votre présence. Merci. Merci de nous avoir accompagnés durant ce courtage TV by April. À très bientôt.